L'UNTM maintient son mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de demain. La centrale syndicale a organisé ce matin un meeting d'information au cours duquel elle invite les militants à la mobilisation jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Dégager 12 000 mètres cubes de déchets solides en commune 2 du district de Bamako, c'est l'objectif de l'opération qui vient d'être lancée par les autorités de la commune. Le Tata de Sikasso en dames et l'USFAS à messieurs enlève les trophées du championnat national de handball, la joie des uns et la tristesse des autres dans cette édition. L'actualité en 3 titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le nouvel ambassadeur du Mali à Malabo, en Guinée équatoriale, et le secrétaire permanent du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Si le premier est venu prendre conseil auprès de l'institution, le second, lui, est venu réitérer certaines doléances de la représentation des Maliens de l'extérieur. Ibrahim Tchokari nous en parle. Première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur du Mali en République de Guinée équatoriale. Amadou Dème, avant de rejoindre son poste, est venu prendre conseil auprès du président de l'institution. Et c'est pour cela que nous voulons voir l'institution de la République, la première, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, pour prendre les directives, les instructions du président de l'Assemblée nationale avant d'y arriver. Et il m'a donné des directives en disant de ce que le peuple équato-guinéen, le président équato-guinéen, nous a rendu visite lors de l'investiture du président de la République et qu'ils ont une haute image du Mali. Il me charge de tâcher d'être à hauteur de cette estime-là. Deuxième personnalité reçue, le secrétaire permanent du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Bouba Sam est venu au nom du président Habib Silla féliciter le président Issaka Sidibé pour la confiance placée en lui et en même temps lui soumettre certaines doléances des Maliens de l'extérieur. Au nombre de ces doléances, la plus grande représentation des Maliens de l'extérieur à l'hémicycle. Nous, c'était une visite de courtoisie. On a profité de l'occasion pour réitérer les félicitations du président du Haut Conseil. On a échangé sur une préoccupation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, de l'ensemble des Maliens de l'extérieur. C'était uniquement sur la représentation des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Issaka Sidibé a souhaité qu'ils approchent la Commission des Affaires étrangères de l'hémicycle. Avec ses ordres du jour, il a évoqué le drame de naufrage dont de nombreux Maliens ont été victimes en Libye. Le président a demandé aux Maliens d'extérieur de s'investir et de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration. Et puis le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le jeudi 21 août 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, constitution des réseaux et groupes d'amitié communication. La séance est publique. Je vous le disais à l'instant, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, maintient son mot d'ordre de grève de 48 heures. Cette grève fait suite à l'échec des négociations entre la centrale syndicale et le gouvernement. Les deux parties se sont séparées hier sans un accord sur la revendication financière. Le bureau de l'UNTM a organisé à cet effet un meeting d'information aujourd'hui. Objectif, inviter les militants à la mobilisation pour la satisfaction des différentes revendications. On fait le point avec Bourama Traoré. 5 jours de négociations n'ont pas eu raison des divergences entre l'UNTM et le gouvernement. Les deux parties ne sont pas arrivés à un accord sur les revendications financières. Les revendications pourtant essentielles selon la centrale syndicale pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le bureau de l'UNTM a donc organisé ces meetings pour donner sa version de l'échec des négociations et préciser les points de blocage. Qu'il s'agisse du relèvement du taux de la valeur des points d'indice, qu'il s'agisse également du relèvement du taux du SMIC, qu'il s'agisse de la baisse du tarif d'électricité, qu'il s'agisse de la baisse effectivement de l'impôt de traitement des salaires ITS. L'ensemble de ces points pratiquement sont d'ordre financier.
Et dans les négociations, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a accepté tout, mais lorsqu'il s'agit vraiment des questions financières, immédiatement, cela est rejeté. L'Union nationale des travailleurs du Mali maintient donc son mot d'ordre de grève de 48 heures. Pour réussir ce premier acte syndical du nouveau bureau de l'UNTM, l'heure est à la mobilisation générale. Et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, les gens ont compris. Et la lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour l'ensemble des travailleurs. Nous sommes autant patriotiques que les autres. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui, tout le monde sait qu'il s'agit de l'électricité, qu'il s'agit des problèmes de SMIC. Aujourd'hui, si un travailleur a subi un accident, le calcul des droits, la base, c'est le SMIC. Lorsque le SMIC est dérisoire, ça veut dire que les droits qu'il aura également, ce seront vraiment des droits dérisoires. Et relever les niveaux à ce niveau-là, je crois que ça doit être compris par tout le monde. Donc il s'agit de l'ensemble des domaines et tous les travailleurs, à quelque niveau que ce soit, sont concernés pour ça lorsque la mise en œuvre sera effective. Donc je leur demande tout simplement de comprendre comme tel et de se mobiliser autour de la centrale. La grève de l'UNTM débute ce jeudi à minuit sur l'ensemble du territoire national. Sera-t-elle suivie comme souhaitent les initiateurs? La réponse dans 48 heures. La centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, considérant les concessions faites par le gouvernement sur les points faisant l'objet du préavis de grève, considérant la situation économique et sécuritaire de notre pays, considérant que la CDTM, en tant que centrale syndicale, n'a pas été associée à l'initiative de la grève, invite tous les travailleurs à une participation responsable à la gestion du pays qui est dans une situation très critique. En conséquence, la CDTM appelle tous les travailleurs à ne pas observer la grève des 21 et 22 août 2014. Et puis le syndicat autonome de la magistrature SAM, membre du cadre de concertation et d'action, considérant le décalage sans précédent entre les revenus des travailleurs et le coût de la vie, considérant le bien fondé et la légitimité des revendications de la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, conscient de la nécessité d'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs, soutient toute initiative allant dans le sens de l'épanouissement du travailleur malien, invite incessamment le gouvernement à tenir compte de la situation actuelle très précaire des travailleurs et de l'impérieuse nécessité d'apaiser le climat social par des mesures appropriées, appelle par conséquent ses militants à la sérénité et à la vigilance. Je vous le disais en titre, le gouvernorat du district de Bamako vient de lancer une vaste campagne d'évacuation des déchets à Medinakoura, en commune 2 du district de Bamako. Cette collecte concerne le dépôt de transit de ce quartier, donc près du CFP. Au total, 12 000 mètres cubes d'ordures doivent être évacués. Le compte rendu de Moussa Fani. C'est parti pour la collecte des ordures en commune 2 du district de Bamako. Des camions-bennes sont mobilisés pour évacuer plus de 12 000 mètres cubes de déchets. Vous avez bien vu cette montagne d'ordures qui insulte tous ceux qui ont une petite conscience du fait que c'est des gens qui y vivent ici. L'insalubrité, les problèmes de santé des populations riveraines, tout ceci nous interpelle et à prendre des initiatives dans le bon sens. L'évacuation de ces ordures nous soulage beaucoup. Nous, les riverains, nous sommes très fatigués. Ces travaux sont exécutés par la direction des services urbains de voirie et d'assainissement de la commune 2. À la base ici, nous coopérons directement avec les groupements des GIE. Bon, on peut s'adresser directement à eux, c'est-à-dire de respecter vraiment les mesures, n'est-ce pas, qui ont été prises pour l'entretien et le maintien du dépôt. C'est de nous suivre dans ce sens. Suite à la fermeture temporaire de ces dépôts de transit, des dispositions sont prises par la mairie du district de Bamako pour la collecte des ordures, assure le gouverneur du district de Bamako. Nous avons dit qu'on fait cette collecte au porte-à-porte et au niveau des quartiers là-bas, de manière à nous permettre, avec la fermeture, d'évacuer totalement le dépôt qui est là. Et comme ça, après cette évacuation, nous allons nous donner les moyens et des principes un peu plus vertueux de pilotage, de gestion en tout cas de ces dépôts. Travaux qui durent un mois devront contribuer à l'assainissement de la commune 2 et à l'amélioration du cadre de vie des populations.
Les opportunités et défis pour une autonomisation des alliances WASH d'Afrique de l'Ouest après 2015, le sujet était abordé au cours d'une rencontre sous-régionale. Les représentants des alliances WASH du Bénin, du Ghana et du Mali ont pris part à cette rencontre. Ramata Konaté, compte rendu. Après 4 années d'exécution dans les secteurs eau et assainissement, l'heure est à la préparation des équipes de l'Alliance Watch pour leur autonomisation à partir de l'année prochaine. Les acteurs venus du Bénin, du Ghana et du Mali passent au peigne fin les opportunités et les défis liés à l'accès des populations à ces services sociaux de base. À l'Alliance Watch Afrique de l'Ouest, ces défis sont au nombre de 2. Un, c'est le défi institutionnel. Comment les multisecteurs des privés, publics, sociétés civiles travaillent ensemble dans une manière institutionnelle, de synergie. Et deuxièmement, comment continuer à donner les services qu'ils ont donnés les 4 années passées. À ceci s'ajoutent de nouveaux problèmes qui pointent à l'horizon. En 2030, 40% de la demande en eau potable ne sera pas couverte par la ressource existante. Ce rapport pourra s'aggraver sous les effets additionnels de la pollution et du changement climatique. Selon les prévisions, le stress hydrique affectera environ la moitié de l'humanité. C'est pourquoi les échanges sont aussi axés sur l'état des lieux de la mise en œuvre des OMD et l'élaboration du plan d'action pour plus d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les 3 pays concernés. La rencontre de 4 jours devra permettre une meilleure organisation de l'après 2015, période à laquelle prendra fin le financement des bailleurs, dont le programme néerlandais ICO. À ce jour, ce financement est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. À l'invitation de son homologue algérien, le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, quitte Bamako ce soir pour Alger, où il prendra part aux travaux de la 6e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie, qui aura lieu le 21 août 2014. Écho de nos régions à présent à Kaï, dans le cercle de Yelimani, pose la première pierre du projet agrobusiness initié par le complexe minier Goulou et Gungoto d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce projet a pour objectif de développer les infrastructures et équipements agricoles en vue de promouvoir la production agricole. Reportage Jafar Aïdara. C'est sous une fine pluie que les ministres des Mines et du Développement rural ont posé la première pierre du centre de formation de l'agrobusiness. Un centre qui servira à former 100 jeunes producteurs de 14 villages. Ces jeunes seront divisés en groupes de 10 et répartis sur 5 hectares pour se former en agriculture, élevage, maraîchage et culture de tubercules, etc. Les meilleurs de ces groupes seront installés et équipés par le complexe Doudou et de Gungoto. Il s'agit essentiellement de permettre aux communautés riveraines des zones d'exploitation minière de mieux préparer leur développement harmonieux et leur prospérité en gérant au mieux les revenus tirés de l'activité minière. Ce projet de grande envergure sera soutenu, suivi par les autorités en charge du développement rural. C'est vrai que l'or apporte beaucoup d'argent. Le ministre des Mines m'a convié tout à l'heure que dans les années à venir, en tout cas moins de 5 ans, il y a 2 ou 3 sociétés minières qui vont fermer en République du Mali. L'alternative, c'est ce projet. Ce centre travaillera sur 3 phases qui sont la phase du programme d'agriculture et de leadership, phase du programme d'incubation et la phase fonds d'accélération des Tiwara. Nous avons par le passé investi dans le domaine de l'agriculture. Nous avons donné des tracteurs dans les villages. Et on s'est posé la question pourquoi ne pas développer quelque chose de commercial, si je peux dire, et se démarquer de cette agriculture de subsistance. Il faut ajouter que le coût de l'investissement dans le cadre de ce projet s'élève à plus d'1 milliard 315 millions de francs CFA. À Tombouctou, les acteurs institutionnels locaux et communautaires sont en conclave dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale par la promotion du leadership pour la paix. Initiée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette rencontre entend accompagner le gouvernement du Mali dans la promotion du vivre ensemble. Reportage Yaya Tandina. En initiant cette rencontre des acteurs institutionnels locaux et communautaires de la région de Tombouctou, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vise à renforcer la cohésion sociale par la promotion du leadership pour la paix en milieu communautaire. La démarche répond à la vision du PNUD d'accompagner les autorités gouvernementales et régionales
les organisations de la société civile dans la région, les différents acteurs communautaires et les acteurs institutionnels en vue de les outiller et de renforcer leurs capacités. Le fait que la cohésion sociale, à la différence du conflit, vise deux objectifs. Le premier des objectifs de la cohésion sociale, c'est empêcher à ce que la crise ne survienne, que le conflit ne survienne. Et ensuite, deuxième objectif, c'est construire la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. La démocratie, le dialogue, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et les symboles de la République ont été largement débattus. Occasion pour les autorités régionales de saluer l'agence onusienne pour son accompagnement. Renforcer les capacités et les compétences des acteurs locaux en leadership pour la paix contribuera sans nul doute à la promotion de la cohésion sociale au sein des acteurs. C'est le lieu de remercier très sincèrement le Programme des Nations Unies pour le développement pour ses différents appuis dans la région. La rencontre de Tombouctou est la suite logique d'une série d'activités organisées par le PNUD sur la prévention et la gestion des conflits en 6e région. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres réunis en session ordinaire aujourd'hui dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Dans ce studio, Ibrahim Adjambele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Et tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord d'Istina signé à Jeddah, en Arabie Saoudite, le 26 juin 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID en vue du financement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Dans le cadre de l'amélioration durable de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones reculées et les communautés rurales de la région des Koulikoro, la Banque islamique de développement BID a accepté de contribuer au financement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural pour un montant de 16 490 000 $ des États-Unis, soit 7 milliards 960 millions de francs CFA environ. Ce financement permettra la construction de 120 points d'eau, 20 systèmes villageois d'adduction d'eau et 3 systèmes multi-villages d'adduction d'eau. Il permettra également la construction de 60 systèmes d'assainissement améliorés pour les édifices publics. La ratification de l'accord permettra sa mise en vigueur. Sur le rapport du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 5021 PRM du 17 mars 2005 portant création de l'Agence de développement du Nord Mali et un projet de décret portant modification du décret numéro 562 PRM du 6 avril 2005 modifié fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence de développement du Nord Mali. Dans le cadre du développement des régions du Nord, l'Agence de développement du Nord Mali a été créée en 2005 avec pour mission la mise en œuvre de toute action visant le parachèvement du pacte national, l'élaboration et la mise en œuvre du projet et programme de développement à caractère interrégional, l'appui aux collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur programme de développement, la promotion des systèmes financiers décentralisés, le suivi et l'évaluation périodique des programmes de développement des régions du Nord, le plaidoyer en leur faveur. Au terme du décret numéro 562 PRM du 6 avril 2005 modifié qui fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'agence, celle-ci est placée sous la tutelle du Premier ministre. Avec la création du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, la tutelle a été confiée au ministre en charge de ce département. Le gouvernement a également décidé de changer sa dénomination. Les présents projets de texte consacrent ces changements. L'agence s'appelle désormais Agence de développement du Nord du Mali. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, qui assure également la présidence du conseil d'administration.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé de mission, M. Amma Aka, colonel, M. Sekou Nama Koulibaly, commissaire principal, M. Sonkalo Togola, journaliste réalisateur. Inspecteur de l'Intérieur, M. Garba Gomnissal, administrateur civil, M. Kalix Traoré, administrateur civil, Madame Sanata Traoré, administrateur civil, M. Nama Bakou Sissoko, administrateur civil, M. Rémi Jacques Varman, administrateur civil, M. Sibiri Yefiakone, contrôleur général de police. Au titre du ministère de l'économie et des finances, inspecteur, Madame Kone Souko Batene Keita, inspecteur du Trésor, Monsieur Amadou Ba Ali Traoré, inspecteur des impôts, Madame Koulibaly Fatoumata Kanta, inspecteur du Trésor, Monsieur Mamadou Sirambe Diara, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la décentralisation et de la ville, conseiller technique, M. Moussa Ibrahim Touré, magistrat. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Maliens de l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la migration des enfants mineurs maliens non accompagnés. Le Mali est un pays de veille, de vieilles traditions migratoires, et cela vers de multiples destinations à travers tous les continents. On estime à 4 millions le nombre de Maliens établis à l'étranger, dont plus de 3,5 millions en Afrique. Les raisons de l'immigration des Maliens, dans la majorité des cas irrégulières, sont suffisamment documentées et se résument principalement à l'enclavement du pays et à la pauvreté. En dépit des dispositions étatiques et des différents programmes élaborés par le gouvernement et les partenaires au développement, le phénomène s'intensifie et devient plus inquiétant car il concerne de plus en plus les enfants mineurs. Si auparavant, les principales destinations des enfants mineurs étaient les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, aujourd'hui les pays européens sont également visés. Le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, RAO, indique dans son rapport de 2012 qu'il a été identifié 1661 enfants non accompagnés, dont 211 Maliens, assurer leur retour dans le pays d'origine en passant par la prise en charge. Ces enfants rencontrés ont indiqué que la plupart d'entre eux sont restés dans les océans et que leurs parents sont responsables dans la prise de décision de leur voyage. Ces enfants non accompagnés, au cours de leur trajet migratoire, subissent toute forme de violation de leurs droits et font l'objet de traitements dégradants. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour combattre ces pratiques à travers l'adoption des mesures internes permettant d'identifier et de sanctionner les coupables. Et c'est tout pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Voilà, Amadou Sankaré, bonne suite du journal. Merci, vous allez rester avec nous. Tout à fait. Voilà, merci. La Croix-Rouge malienne vient de procéder au lancement d'un nouveau projet à Bla, intitulé Résilience communautaire face aux effets des changements climatiques. Ce projet va durer 4 ans, c'est ce que nous dit Honoré Tchenou. La Croix-Rouge malienne, en procédant au lancement de ce nouveau projet à Bla, entend renforcer les capacités des populations à faire face aux effets dus au changement climatique dans les Djonkala. Cette cérémonie de lancement qui nous réunit aujourd'hui est donc la consécration d'un long processus enclenché depuis juin 2013. L'analyse des résultats de cette évaluation a permis de retenir d'un commun accord 6 villages du cercle de Bla pour l'implantation du nouveau projet. Au stade actuel des préparatifs de la mise en œuvre, toutes les structures sont en place. Ce projet renforcement de la résilience communautaire appuiera les populations en intrants agricoles et avec le système du cordon pierreux pour ne citer que ceci, toutes choses qui permettront à coup sûr de rehausser la qualité des sols appauvris et souvent lessivés par le ruissellement des eaux de pluie. Nous allons voir quelles sont les variétés les plus adaptées pour ces communautés et quels sont les moyens où il faut faire pour restaurer leur environnement. Quand on parle des effets liés au changement climatique, ne doivent nullement laisser qui que ce soit parmi nous indifférent. Et c'est ce qui fait que la Croix-Rouge danoise, très tôt, quand elle a été sollicitée, a dit qu'elle va apporter son soutien entier à la Croix-Rouge malienne pour réussir ce programme. Ce projet résilience communautaire face aux effets du changement climatique a vu le jour grâce aux efforts conjugués de la Croix-Rouge malienne,
la Croix-Rouge norvégienne et celle danoise. Région, c'est la maison des jeunes de Konna réhabilitée qui a servi de cadre à la clôture des activités des vacances citoyennes édition 2014. À cette occasion, le public a eu droit à l'émission Maxigène à travers la prestation d'une pléiade d'artistes, compte rendu Mahamar Ibrahim Touré. Voilà un problème de son sur cet élément. Nous allons poursuivre avec ce journal à Dioïla. La campagne agricole a suscité des inquiétudes au départ avec une période de sécheresse, mais fort heureusement, la fréquence des pluies depuis fin juillet, donc les activités agricoles se sont poursuivies normalement. Envoyés spéciaux, Seydou Sissoko et Nouhoum Sissoko. Dans le Baniko, les exploitants agricoles espèrent une bonne production si la fréquence actuelle des pluies se poursuit. Nous avons connu une poche de sécheresse après les premières pluies. Cela a affecté le maïs qui résiste peu au manque d'eau. Mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. L'approvisionnement en engrais s'est effectué dans les règles de l'art. Cette campagne agricole enregistre déjà des résultats en termes de réalisation. Pour les céréales sèches, nous sommes à un niveau de réalisation de 256 335 hectares, soit un taux de 98%. Donc pour le riz, chez nous c'est composé du riz Nérika et le riz de Bafon. Donc le cumul des deux, nous sommes à une réalisation de 31 706 hectares, donc soit un taux de 99%. À la fin de cette mission des parlementaires en charge du monde rural dans les régions de Kaï et Koulikoro, l'on tire quelques enseignements. Nous avons pu constater partout une insuffisance notoire en matière d'équipement et en matière de personnel au niveau des services d'encadrement. Et un autre constat que nous avons pu voir aussi, ça et là, c'est par rapport aussi à certains projets et programmes dont les démarrages ou les difficultés liées à leur mise en œuvre posent énormément de problèmes avec les acteurs de terrain. Cette mission de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale aura duré une semaine. À Koulikoro, visite du chef d'état-major général adjoint des armées accompagné par le commandant de la mission européenne d'entraînement au Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la supervision des exercices du groupement tactique interarmes à quelques semaines de la fin de la formation. Reportage Adama Traoré. A-t-on coutume d'affirmer qu'une bonne formation mérite une bonne supervision? C'est fort de cet adage que le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Didier Dako, accompagné par une forte délégation, a effectué les déplacements de Koulikoro pour s'imprégner de visu l'état d'avancement de la formation du groupement tactique interarmes dénommé GTA Debo. Le but de cet exercice de synthèse pour les apprenants vise à les former à travers des techniques appropriées dans le combat contre l'insécurité et la maîtrise de l'ennemi dans sa progression sur le terrain. Écoutez, je crois que vous avez, comme moi, pu vous rendre compte que les gens maîtrisaient leur métier, en commençant par la tête. L'état-major est bien formé, sait de quoi il parle, sait le mettre en œuvre, il sait bien commander. Les cadres, le commandant de compagnie sait organiser son système, son dispositif. Le chef de section sait commander sa troupe. Vous avez vu le checkpoint. Je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Mais bien sûr, jamais tout le monde est parfait. Cet exercice de synthèse s'est déroulé sur deux grandes missions de stimulation, à savoir une mission de contrôle des quartiers situés sur le fuseau ouest jusqu'à Naran et une mission d'installation des checkpoints en vue de veiller sur toutes les entrées et les sorties des personnes et des véhicules. D'où la satisfaction des autorités militaires. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les partenaires de l'Union européenne, les formateurs de l'Union européenne, ont mis le paquet pour mettre ce GTA à niveau, à hauteur de souhait pour remplir les missions qui sont les leurs demain sur le théâtre de l'opération et pour la protection du territoire malien. À travers ce que je viens de voir, il n'y a jamais une formation définitive. Ce que je viens de voir, comme on vous l'a toujours dit, sera soutenu et maintenu sur le terrain. Cet exercice qui intervient après 12 semaines de formation du GTA Debo a pris fin par un cocktail.
Au football, championnat national de Ligue 1, hier 2 rencontres se sont jouées au stade Modibo Keïta au compte de la 28e journée. L'USFAS a battu 3-1 les 11 créateurs de Nyarela. Quant au match phare de la 28e journée, il s'est soldé par un match nul, un but partout entre la Real de Bamako et le stade malien de Bamako. Le résumé des rencontres avec Ali Djoumatina. Cette rencontre AS Real, la stade malien de Bamako, pouvait être le tournant de la saison à 2 journées du terme. L'enjeu est capital non seulement pour le stade leader avec 60 points, qui en cas de victoire pouvait commencer à fêter le titre, tandis que l'AS Real était obligé de l'emporter pour espérer décrocher la 10e place qualificative la saison prochaine en Ligue des Champions. D'entrée de jeu, pas de ronde d'observation pour le stade, qui montre dès la 5e minute ses intentions. Les Scorpions vont ensuite tenter d'imposer leur style comme ils savent le faire. Mais l'équipe de Sotuba ne cède pas le terrain. D'ailleurs, elle va presser le Real qui lui laissera l'initiative du jeu. Au moment qu'on s'approche de la mi-temps, les Noirs et Blancs de Bamako vont alors sortir de leur torpeur et toucher les adversaires sadistes. Mokhtar Sissé marque pour les Scorpions. Le stade va pousser dans les derniers instants de la pause, mais en vain. La mi-temps intervient ainsi sur fond de tension dans les gradins. Les supporters du stade vont s'en prendre aux arbitres, qui resteront pendant 15 minutes sur la pelouse avant de rentrer au vestiaire. Quand le calme est revenu, place à la 10e période. Le stade va montrer plus d'envie et de détermination en vue d'égaliser. Mais le Real, qui voulait tuer tout suspense, avait de la chance. Finalement, les efforts des Blancs de Bamako seront récompensés à la 82e minute. Le défenseur Bourama Koulibaly, monté aux avant-postes, reçut l'égalisation et libère du coup les siens. Le match au sommet de la 28e journée est soldé finalement par un partage de points. Pour s'assurer du titre, le stade leader avec 61 points doit gagner ses 2 prochains matchs contre l'AS Police et les 11 créateurs et compter sur un faux pas du club olympique de Bamako. Le Real, 46 points, doit impérativement gagner ses 5 matchs restants en vue de prétendre à la 10e place. La 10e rencontre de la soirée qui a opposé les 11 créateurs et l'USFAS n'avait aucun enjeu. Créateurs et Issoisiens ayant déjà assuré leur maintien. Toutefois, les deux formations ont livré une partie plaisante, remportée par l'USFAS 3-1. Pour toujours, mais on change de discipline. En balle, le Tata de Sikasso en dames et l'USFAS en messieurs enlèvent les trophées du championnat national de la discipline. Ils ont battu respectivement le centre omnisport de Missabougou et la commune 2. Les finales ont eu lieu dans la salle polyvalente du stade du 26 mars, compte rendu Abdul Karim Kaba. Les dames de Sikasso ont créé la sensation lors de cette finale. Après avoir longtemps suivi le jeu, les Verts de la 3e région se sont ressaisis à quelques 5 minutes de la mi-temps, qui a bouclé à 8-8. En seconde période, les deux formations reviennent à la charge, ce qui permet d'établir la parité 11-11, 17-17. À 6 minutes de la fin de la rencontre, lorsque les Tata prend le devant, il ne sera plus rattrapé. Les Verts s'imposent finalement 23-18. Chez les hommes, c'est le classique du handball malien. L'USFAS en bleu est face à l'AS Commune 2. En aucun moment du match, les militaires n'ont été inquiétés. Le match a émerveillé plus d'un avec un jeu technique d'un côté comme de l'autre. L'envie de jouer était là. L'USFAS gagne donc par 29-17. Le handball, bien entendu, n'est pas la discipline la plus populaire au Mali, mais j'avoue que le handball aussi commence à avoir son public. Donc nous sommes venus soutenir aujourd'hui le général Kouyaté et président de la fédération et tous les membres de la fédération dans leurs efforts inlassables, en tout cas pour la promotion du handball dans notre pays. Et je pense que de plus en plus, le handball commence à être connu dans notre pays et je pense que c'est tout l'intérêt de ce championnat et qu'il faut soutenir. Et dans quelques jours, on va se retrouver encore pour la finale de la Coupe du Mali de handball et je pense que ça sera un autre rendez-vous qui va encore davantage faire la promotion de ce sport. Très comblé. Premièrement, parce que j'ai vu qu'avec un rassemblement aussi Maos, il n'y a pas eu de problème majeur. Les équipes ont joué avec enthousiasme et chaque équipe aussi a atteint un niveau technique assez impressionnant. Cela m'a fait beaucoup plaisir. Les activités de la Fédération malienne de handball est d'actualité. Le 6 septembre, nous allons jouer la Coupe du Mali.
16 équipes des régions et des districts de Bamako ont pris part à ces compétitions dans la salle polyvalente du stade du 26 mars de Rimadio. Et puis, page noire de cette édition, le monde artistique et culturel est en deuil avec le décès de Bourama Diko, dit Boura Serendou, virtuose de la flûte de l'ensemble instrumental de Mopti, à donc 67 ans. L'artiste nous a quitté le 12 août à Douanza, en 5e région. Donc, il était chevalier de l'ordre national. Une délégation régionale conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti s'est rendue ce dimanche à Douanza pour présenter les condoléances des autorités avant d'aller se recueillir sur la tombe de cet artiste pétri de talent. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Virtuose de la flûte, Bourama Diko dit Boura Serendou, c'est-à-dire Bourama Flûte, de l'ensemble instrumental régional de Mopti n'est plus. Il est décédé le mardi 12 août 2014 dans son terroir Douanzam à l'âge de 67 ans. Ses obsèques ont eu lieu aussitôt. Selon les coutumes du milieu, la famille attristée de l'artiste, chevalier de l'ordre national, a reçu ce dimanche la visite de l'autorité régionale, accompagnée du directeur régional de la culture de Mopti. La délégation était venue présenter les condoléances des autorités du pays et exprimer par un geste la solidarité régionale et nationale. Le gouverneur de région a décidé de lever cette émission pour qu'on vienne rendre hommage à ce virtuose de la flûte. La culture malienne va toujours se rappeler du morceau Hamborejo qui passe fréquemment sur les artistes de leur terre, où la flûte c'était lui. En 62, jusqu'à son décès, il a toujours participé à toutes les activités culturelles au niveau de la région de Mopti. Il a fait toutes les biennales. Boura le flûtiste, à lui seul, était un véritable monument qui a donné à la culture Peul, à la culture de la région de Mopti, ses lettres de noblesse. Souhaitons que la nation saura se souvenir de ses fils qui ont tant mérité. Bourama Diko laisse derrière lui 2 épouses et 10 enfants et un grand vide dans l'ensemble instrumental régional de Mopti. Sa dernière prestation artistique date de mars dernier. C'était lors de la visite du président de la République, Ibeka, en région de Mopti. Dort en paix, Bourama Serendou. En raison de la grève de l'UNTM demain jeudi et vendredi, la rédaction du journal télévisé assurera un service minimum. Vous pourrez donc suivre à 13h une édition de 10 minutes et 15 minutes à 20h. Vous pourrez suivre juste après ce journal 2 débats sur cette grève de l'UNTM. Niaza Koulibaly reçoit le secrétaire général adjoint de l'UNTM et le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Le deuxième débat sera animé par Aboy Touré qui recevra les représentants de la société civile. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.